Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce numéro de votre émission Question à la Une s'intéresse à la situation de l'école burkinabé. Une école secouée ces temps-ci, d'une part par des remous sociaux dus au manque de réponses satisfaisantes des autorités aux revendications des travailleurs du monde de l'éducation et d'autre part par la situation sécuritaire que connaît le Burkina depuis plus de 3 ans. Que faut-il comprendre de toute cette situation? Que faire pour sortir du bourbier dans lequel s'enfonce l'école? Pour en parler, nous recevons Souleymane Badiel. Il est le secrétaire général fédéral de la FSINTER. La FSINTER, c'est la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche. Un syndicat membre de la coordination nationale des syndicats de l'éducation CNSE. Souleymane Badiel, merci d'être là pour cette émission. Merci. À toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Radio Liberté. Tion Sanogo à la technique et moi-même Dasmane Niangane devant ce micro sommes ravis de vous retrouver. Souleymane Badiel, on y va. Depuis 2017, la lutte des travailleurs dans le secteur de l'éducation a pris une autre tournure. Qu'est-ce qui ne va vraiment pas au sein de l'école burkinabé au point qu'on en arrive à des années scolaires rythmées de mouvements sociaux? Il faut dire que si vous faites une observation, vous allez vous rendre compte que notre école traverse une crise et ça se matérialise par des mouvements d'une grande ampleur, des mouvements qui ont lieu de façon récurrente depuis un certain nombre d'années. Véritablement, l'école, depuis l'entrée de notre pays dans les programmes d'ajustement structurel, la situation de l'école s'est davantage dégradée. Depuis les années 90. Depuis les années 1990, parce que ces programmes d'ajustement structurel-là ont installé une situation visant à ce que l'État se désengage des secteurs sociaux comme celui de l'éducation. Et bien évidemment, on voit les conséquences de cette situation. Ce sont lesquelles? Si vous allez au primaire, je vais vous donner des chiffres qui sont des chiffres d'un rapport officiel d'une structure qui travaille avec les États et qui effectivement fait le point de la situation du système éducatif dans les différents pays et dans notre pays. Le dernier rapport de cette structure-là, que l'on appelle le RESEN. Le RESEN, c'est le rapport du système sur la situation de l'éducation dans notre pays. Et son dernier rapport indique que le taux de scolarisation au niveau du préscolaire, le taux brut là demeure le plus bas parmi le monde, au monde du moins. Il est de moins de 3%. Et ce rapport indique également que ce taux brut de scolarisation, il est de 39,7% dans le poste primaire général et de 10,9% au niveau du secondaire général. Et il montre également que plus de la moitié des enfants, plus précisément 53,2%, âgés de 6 à 11 ans, sont en dehors de l'école. Et si vous allez à l'université au niveau du supérieur, vous voyez également que le taux de scolarisation, il est de moins de 4%. Et vous ferez le constat avec l'entrée de notre pays, avec la réforme du système LMD, la chose la plus visible sur laquelle que l'on peut rappeler, c'est le chevauchement des années scolaires. Et une des corporations, une des structures des étudiants a fait une déclaration pour montrer qu'à cette rentrée universitaire, en octobre 2018, il y avait 3 promotions qui se trouvaient en première année, précisément en lettres modernes. Les promotions de 2016, 2017, 2018. Les enfants qui ont eu le bac durant ces années-là, tous ces enfants-là se trouvent toujours en première année de l'université. Vous voulez parler de cette déclaration de la corporation ANEB de l'UFR-LAC? Exactement. Donc voilà un certain nombre de situations. À cela, il faut ajouter bien entendu les effectifs pléthoriques et évidemment la démotivation du personnel. Nous aimons à le dire, le ministère de l'Éducation lui-même a commandité un rapport en 2016
sur la situation de motivation des personnels. Et ce rapport-là est assez édifiant parce qu'il montre que même les cadres supérieurs dans le ministère, notamment les inspecteurs, le taux de motivation est tel que une grande partie de ces personnels-là indiquent clairement que s'ils ont une opportunité ailleurs, ils sont prêts à partir. Ça montre vraiment bien qu'il y a un problème dans notre éducation et que le système-là est véritablement malade. Et la conséquence, c'est la montée en puissance, bien entendu, du privé, qui a pris une part importante dans le système éducatif, alors que justement on est dans un pays où plus de 43% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Si donc c'est le privé qui prend le pas dans un pays où le taux de pauvreté est aussi élevé, il est évident qu'on prive une grande majorité des enfants de leur droit à l'éducation. Un mot sur cette situation du personnel qui ne serait pas reluisante. Oui, aujourd'hui, faites le constat, on aime dire que nous disons que le métier de l'éducation apparaît comme le métier de la dernière chance. C'est-à-dire c'est quand les élèves, les étudiants, après avoir effectivement échoué à d'autres concours, que finalement ils se retournent vers l'éducation. Ça veut dire que ce n'est pas un métier attrayant. Pour nous qui sommes dans le métier, vous faites un sondage dans votre classe. Souvent, on aime poser la question aux élèves, qu'est-ce qu'ils voudraient devenir plus tard. En tout cas, la grande majorité, ce n'est pas pour devenir des enseignants. Mais quand bien même c'est un enseignant qui leur pose la question. Donc, ça... Les gens n'y vont pas par motivation. Les gens n'y vont pas par motivation. Est-ce que c'est dû au traitement, forcément? C'est évident. C'est évident que d'abord, il y a des exigences énormes. L'éducation, l'enseignement, ça demande effectivement beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. Si vous prenez un enseignant qui dispense, qui doit faire 1 heure de cours, mais derrière les 1 heure de cours, c'est 3 à 4 heures de préparation. Et après le cours, c'est peut-être 2 à 3 heures, sinon plus, pour gérer la question de l'évaluation. Parfois, les gens ne regardent que effectivement le travail en classe, mais le travail, l'énorme travail qu'il y a en amont et en aval de l'enseignement en classe, c'est un travail important et qui fait qu'il y a beaucoup d'exigences. Mais en retour, les conditions dans lesquelles on met les enseignants pour effectivement faire leur travail ne sont pas des conditions acceptables. Faites un tour dans nos établissements. J'ai l'habitude de dire que c'est l'un des secteurs où vous trouvez des cadres qui sont parfois assis sur des tablements pour faire leur travail. Ça, ce n'est qu'un exemple. Donc, ensuite, il y a les effectifs que j'ai évoqués plus haut. Si vous avez de tels effectifs effectivement à gérer, 120, 230 comme on en a vu cette année au primaire, dans une des grandes villes de notre pays, il est évident que ça ne peut pas motiver effectivement les gens à venir dans l'éducation. Et c'est pour changer la donne que les travailleurs réunis au sein de la coordination nationale des syndicats de l'éducation ont lancé une lutte qui a abouti dans un premier temps à un accord en janvier 2018 avec le gouvernement, mais plus d'1 an après, la satisfaction peine à être au rendez-vous, d'où le retour des remous. Dites-nous où vous en êtes avec les revendications et les luttes. Non, il faut dire que ce qui est au centre de la lutte actuelle de la coordination nationale des syndicats de l'éducation, qui regroupe une quinzaine de syndicats du MENA, ce ne sont pas de nouvelles revendications. Ce n'est pas véritablement une plateforme revendicative en tant que telle. Il s'agit simplement de l'exigence de l'application d'engagement que le gouvernement a pris. Vous-même, vous l'avez dit, le 27 janvier 2018, le gouvernement a signé avec cette coordination un protocole d'accord qui contient un certain nombre d'engagements. Et c'est le constat qui a été fait à un moment donné
de l'absence de volonté du gouvernement à appliquer convenablement le contenu de ce protocole d'accord, donc à respecter les engagements que lui-même il a signés. C'est ce constat, cette conclusion qui a amené la coordination effectivement à répartir en lutte. Donc la lutte, c'est pour amener le gouvernement à respecter les engagements qu'il a pris en toute connaissance de cause. Et pourquoi les négociations prennent assez de temps? Bon, nous estimons qu'il y a une sorte de dilatoire au niveau de la part du gouvernement. Il y a donc une absence de volonté, comme je l'ai déjà dit, de respecter les engagements qu'il a pris. Parfois, les gens nous disent, est-ce que ce n'est pas la situation difficile du pays? Nous, on a dit, quand vous regardez le protocole, ce qui est contenu, les échéances qui sont donnés, ont tenu compte justement de la situation de notre pays. Donc, de notre point de vue, le problème ne se situe pas à ce niveau, il se situe plutôt dans le sens qu'il n'y a pas une volonté réelle de la part du gouvernement à respecter ses engagements. Mais en fait, pourquoi le gouvernement ne veut pas respecter ces engagements? Parce que les engagements contenus dans le protocole-là reposent les bases d'une sorte de refondation de notre système éducatif. Ce que j'ai cité comme difficulté qui assaille le système éducatif aujourd'hui, si le contenu du protocole est appliqué convenablement, nous allons avancer. Peut-être pas qu'on va résoudre tous les problèmes, mais on va observer une avancée significative. Mais cette avancée significative signifie une remise en cause des options politiques du gouvernement en matière d'éducation. Donc, il y a tout ça comme enjeu dans l'attitude du gouvernement à ne pas vouloir avancer convenablement dans la mise en œuvre des engagements pris. Des options politiques qui sont contre vos intérêts? Non seulement contre nos intérêts, mais contre les intérêts de notre pays. Ce n'est pas contre les intérêts des travailleurs seulement. Nous aimons dire que les politiques éducatives mises en œuvre dans notre pays sont anti-travailleurs, anti-éducatives. Quand on dit anti-éducative, ça veut dire que c'est la nation tout entière qui paye le prix. Regardez voir. Depuis l'entrée de notre pays dans les programmes d'ajustement structurel, combien de grandes rencontres on a tenues sur l'éducation? Il y a eu les assises nationales sur l'éducation, il y a eu les états généraux sur l'éducation, il y a eu plus récemment les assises sur la situation de l'enseignement supérieur. Le résultat de tout ça, c'est quoi? Ça n'a pas permis effectivement de régler les questions. Mais c'est parce que justement, il y a ce problème de fond qui est que le gouvernement, sous l'impulsion du dictat des institutions financières internationales que sont la Banque mondiale et le FMI, s'est engagé dans une voie à travers les programmes, les passes-là, une voie justement qui conduit à un désengagement de l'état de l'éducation et donc faire en sorte que l'éducation devienne plus une marchandise comme tout autre dans un système capitaliste. Alors avec précision, l'une de vos principales attentes dans cette, je dirais, bataille entre griffes, c'est qu'on dote les travailleurs d'un statut valorisant. Quel contenu donnez-vous exactement au statut valorisant? Pour nous, le statut valorisant, l'élément principal, c'est disposer des carrières qui puissent contenir des éléments d'attraction. Qui puissent donc amener ceux qui rentrent dans le métier à se dire « Ah, c'est un métier qui, effectivement, me donne un minimum en termes de conditions de vie, mais aussi en termes de conditions de travail. » Donc, le statut doit viser à améliorer les conditions de vie des personnels, mais nous disons que le statut doit viser également à améliorer la performance de notre système éducatif. Pour nous, les deux éléments vont de pair. Et c'est pourquoi un des éléments sur lesquels nous estimons que le statut doit être endossé, c'est le relèvement du niveau de recrutement. Si on relève le niveau de recrutement, à tous les niveaux,
cela a un impact, bien entendu, sur la classification des agents, sur donc la disposition de leur carrière. Donc, ça va améliorer leurs conditions de vie, mais cela a un impact positif également sur la qualité du système éducatif que tout le monde décrit depuis des années en disant notre école, faites le sondage, interrogez n'importe qui dans la rue, il vous dira l'école n'est plus ce qu'elle était. Et donc, il faut effectivement que nous puissions donner un contenu et aussi disposer des personnels qui puissent permettre effectivement de relever davantage le niveau de notre système éducatif. Donc, le statut valorisant pour nous doit aller dans ces directions-là. Quand vous parlez, par exemple, d'éléments d'attraction, ça peut être quoi? J'ai dit c'est une question d'abord de carrière. C'est-à-dire que, pour moi, il s'agit de faire en sorte que dans leur évolution, l'évolution de la carrière, les personnels de l'enseignement puissent voir qu'effectivement, ils ont la possibilité d'évoluer dans leur carrière et atteindre un certain niveau qui permettent effectivement de vivre dignement. C'est véritablement ça. C'est pourquoi l'une des grandes concessions que nous avons faites au gouvernement en ce début de janvier, c'est de dire que nous abandonnons notre exigence que le statut puisse prendre en compte l'amélioration des indemnités. Parce que améliorer les indemnités peut être une voie pour améliorer, pour valoriser le statut des personnels. Mais nous avons dit nous abandonnons cette voie. Pour nous, il faut disposer des emplois qui, dans l'entrée desquels les personnels se disent il y a des perspectives d'évolution. Et cette évolution peut me permettre effectivement, même si au début je ne gagne pas grand-chose, mais si je me forme, si effectivement j'évolue dans la carrière là, ça peut me permettre effectivement de vivre dignement. Et ce que nous demandons, c'est cette disposition de plans de carrière qui puisse permettre aux gens de se dire si on vient à l'enseignement, ce n'est pas parce qu'on n'a rien eu ailleurs, mais c'est parce qu'il y a des possibilités effectivement de vivre correctement. Et les bonifications d'échelon font partie? Les bonifications d'échelon font partie, mais de mon point de vue, moi je pense que la valorisation qui convient et qui puisse effectivement être profitable à tout le personnel et de façon durable, c'est peut-être de revoir la question des points indiciaires. Parce qu'une bonification, elle n'est profitable qu'à ceux qui sont dans les emplois pour l'instant, mais elle n'est pas profitable à ceux qui ne sont pas encore dans les emplois. Or, le métier là doit rester attrayant même pour ceux qui doivent venir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. C'est pourquoi je pense que c'est le plan de carrière en lien avec tout ça. C'est tout ça qui doit permettre effectivement de valoriser conséquemment les personnels. Comparativement à l'année dernière où vous avez maintenu la pression jusqu'à la signature d'un accord, cette fois-ci, pas d'accord d'abord, mais vous commencez aussi à lâcher du lest en quelque sorte. Est-ce par crainte que l'opinion vous traite de maximaliste ou de jusqu'au boutiste? Non, je pense que les organisations syndicales, quand elles vont en mouvement, surtout les nôtres, c'est de façon responsable et en fonction de l'analyse que nous faisons de la mise en œuvre du mot d'ordre et du contexte également de mise en œuvre de ce mot d'ordre-là, on apprécie et on prend des décisions. J'ai dit, vous avez parlé il n'y a pas eu d'engagement, j'ai dit que non, nous n'avons pas une nouvelle plateforme sur la table du gouvernement. Nous avons des engagements que le gouvernement doit mettre en œuvre. Et il ne s'agit pas pour nous d'amener le gouvernement à prendre des engagements dans les engagements. C'est extrêmement important. C'est pourquoi, dans ce que nous venons de faire, nous avons dit que nous donnons au gouvernement 2 mois. Parce que c'est nous qui posons en ce moment des exigences. Donc nous lui donnons 2 mois pour que les engagements qui n'ont pas été mis en œuvre là, ils le soient. Et pour lui permettre de disposer de ces 2 mois pour effectivement mettre en œuvre les engagements,
nous avons dit nous suspendons et au bout des 2 mois, nous allons évaluer. Comme j'aime dire, vous savez, ce n'est pas la durée d'un mot d'ordre qui fait son efficacité. Pour moi, je ne crois pas à ça. L'efficacité d'un mot d'ordre, c'est d'abord la mobilisation de ceux qui appliquent le mot d'ordre et c'est leur détermination. Parfois, un mouvement en une journée peut faire basculer une situation que peut-être un autre mot d'ordre en un an n'a pas pu faire basculer. Donc, pour moi, c'est d'abord la mobilisation et la détermination des gens. Et nous faisons la suspension, tient compte, bien entendu, du contexte national, de l'état d'esprit actuel du gouvernement qui est revenu sur la table de négociation en indiquant des échéances bien précises, à savoir pour le statut valorisant du 10 février. Mais c'est aussi la mise en œuvre de ce mot d'ordre en notre propre sein. L'analyse prend tous ces éléments en compte. Et c'est sur cette base que, justement, nous avons suspendu. Et une suspension n'est pas une levée. Nous n'avons pas levé le mot d'ordre. Faut-il s'attendre à un durcissement du temps de votre part dans 2 mois si rien n'a bougé? Ça va dépendre des conclusions que nous allons tirer de notre analyse. Si l'analyse montre que effectivement le gouvernement est resté dans une attitude de gagner du temps et n'a pas effectivement répondu favorablement à nos exigences, il va de soi qu'effectivement les décisions seront prises. Et peut-être que je ne présage de rien. Peut-être qu'il y aura un mot d'ordre plus difficile qu'une question de suspension des évaluations. Les gens ne voient que les évaluations. Mais ça peut être plus difficile que les évaluations. Tout comme l'appréciation peut conclure qu'effectivement, il y a eu des avancées et qu'il y a lieu simplement de lever le mot d'ordre et de ne pas aller au-delà de ça. Ça va dépendre de ce à quoi nous allons aboutir en termes de conclusion, au terme de l'analyse en fin du mois de mars. Est-ce qu'à cette étape, le calendrier de l'année scolaire 2018-2019 peut encore tenir en l'état? Je ne sais pas pourquoi les gens parlent du calendrier de l'année scolaire, parce que véritablement, il n'y a pas eu de suspension dans les cours. Nous n'avons pas, les personnels de l'éducation n'ont pas fait une grève depuis la rentrée scolaire 2018-2019. Ce qui n'a pas été fait... Et les élèves ont grévé. Oui, mais ça, ce n'est pas nous qui... c'est pas à nous de regarder cette question. Nous regardons ce que nous avons mis en œuvre comme mot d'ordre et ce que ça a eu comme... ce que ça implique. C'est ça. Donc, les personnels n'ont pas fait d'arrêt de travail. C'est une conséquence de votre mot d'ordre. C'est une conséquence, mais ça, l'État porte l'entière responsabilité de cette conséquence. Ce n'est pas à nous de gérer cette conséquence. Il n'appartient pas aux travailleurs de gérer cette conséquence-là. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Donc, pour moi, non seulement on est dans une période de suspension et non pas de levée de notre mot d'ordre. Ensuite, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu d'arrêt de travail de la part des personnels. Non, pour nous, la question de réaménagement d'une année scolaire n'est pas à l'ordre du jour. Donc, en tout cas, la base qui demandait peut-être à maintenir la pression, vous estimez que la lutte continue? Bien entendu, ce n'est pas parce qu'on a suspendu un mot d'ordre qu'il n'y a plus de pression. Loin de là. Outre cette crise qui traverse le secteur de l'éducation pour des raisons d'insécurité, nous en sommes à environ 1000 écoles fermées. Certaines même sont incendiées ou ont subi des dégâts. À votre niveau, comment se présente la situation telle que décrite par les démembrements de la FSINTER, voire de la CNSE en général? La situation est très préoccupante. Et depuis l'année dernière, nous n'avons cessé d'interpeller l'autorité sur cette situation. Et vous avez vu que sans nous opposer à l'option du gouvernement de faire un cantonnement des élèves en classe d'examen pour leur permettre de faire les examens dans un certain nombre de régions, notamment le Sahel et le Nord l'année dernière, nous avons dit que ce n'est pas la réponse appropriée. N'est-ce pas la réponse appropriée parce que l'État s'est contenté de gérer la conséquence de la situation et gérer la conséquence uniquement pour les élèves en classe d'examen. Au lieu de
trouver les solutions pour régler le problème pour l'ensemble des élèves, des enfants qui ont le droit à l'éducation. On s'est donc occupé des enfants qui étaient en classe d'examen, mais ceux qui étaient en classe intermédiaire et autres ont été abandonnés. Donc, depuis l'année dernière, il y a des enfants qui n'ont pas pu bénéficier de leur droit fondamental qui est celui d'aller à l'école. En cette année, n'ayant pas pris effectivement les mesures appropriées, la situation s'est aggravée. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000 écoles qui sont fermées. Et ce n'est plus le Nord et le Sahel seulement, mais d'autres localités sont concernées. Le Nord, le Sahel et l'Est aujourd'hui, donc plus de 1000 écoles fermées et plus de 160 000 élèves qui sont hors des classes aujourd'hui. Vous allez dans une région comme celle de l'Est, en dehors de la Nyanya, toutes les autres provinces de la région sont touchées. Et il y a des régions comme la Kompienga où les écoles ne fonctionnaient pratiquement plus, même jusqu'au centre-ville. Ça, c'est une situation extrêmement grave pour laquelle l'État, effectivement, doit prendre ses responsabilités. Il ne s'agit pas de trouver des solutions bancales consistant simplement à regarder qu'est-ce qu'on fait pour les élèves en classe d'examen, mais c'est de se dire qu'on doit on doit prendre les dispositions pour permettre aux enseignants d'être effectivement dans des dispositions pour pouvoir assurer leur métier, mais aux élèves également de pouvoir aller à l'école, de bénéficier des apprentissages. Vous l'avez dit, environ 160 000 avec des régions comme le Nord, le Sahel, l'Est, la boucle du Mouhoun où ces écoles sont fermées, les écoliers ne partent plus à l'école. On s'achemine visiblement vers, en tout cas, une année blanche pour des milliers d'écoliers. Je ne sais même pas si c'est une année blanche. Une année blanche signifie que l'année suivante, effectivement, ils reprennent. Mais la situation telle qu'elle se présente là, je ne sais pas. Je n'ai pas aucune assurance que même l'année prochaine, ça va être différent. C'est pourquoi j'ai dit il est plus qu'urgent que l'État, effectivement, puisse regarder cette question-là et la régler comme il se doit. Sinon, si ça continue, je vous ai fait le point de ce qui s'est passé l'année dernière. À cette rentrée, on est à une situation plus grave. Donc, ceux qui ne sont pas allés à l'école l'année dernière, là, ils ne sont pas allés à l'école cette année également. Donc, ce n'est pas une question même d'année blanche. C'est plus grave que ça. Or, vous regardez effectivement la situation de ceux qui mettent l'école dans cet état-là, vous allez vous rendre compte que justement, ils sont conscients que une des solutions pour que nos États ne soient pas en proie à ce genre de difficultés, ça passe par aussi une bonne éducation, l'accès des citoyens à l'école ayant effectivement une formation solide. Et donc, les autorités doivent comprendre que justement, les exigences que les travailleurs de l'éducation et de la recherche ont pour que l'école puisse sortir du gouffre dans lequel elle est depuis un certain nombre d'années, c'est aussi la solution pour répondre à ces actes terroristes-là. Alors, vous estimez qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités. Concrètement, vous pensez à quoi pour que la situation, effectivement, se normalise? C'est une situation sécuritaire. Moi, je ne gère pas l'État. En tant que citoyen et en tant que syndicaliste et éducateur, ce que je dois exiger, c'est de faire en sorte que, effectivement, ceux qui dirigent le pays, c'est leur devoir d'assurer la sécurité des citoyens et des biens. Mais je puis vous dire que de l'analyse de responsable de la FCNTR que je suis, je suis convaincu que ce n'est pas avec un système pareil qu'on peut arriver effectivement à régler convenablement des situations de ce genre. Parce que tout ça est lié au système en réalité. Ces questions-là sont des questions inhérentes au système capitaliste. Et c'est l'une des raisons qui fait que justement notre syndicat, de par son orientation, estime que les pays comme les nôtres là,
la solution la plus appropriée pour régler un certain nombre de questions durablement au profit justement de nos pays, c'est plus une alternative politique que autre chose. Alors, vous n'êtes pas responsable de la sécurité, certes, mais à en croire des propos rapportés par un média, un membre du gouvernement aurait estimé que le fait que les enseignants abandonnent les lieux, ne partent pas sur, en tout cas, le terrain pour enseigner, ça crée aussi de l'insécurité. Je trouve que c'est des propos irresponsables. Je vous dis pourquoi. Nous, beaucoup de nos camarades, de nos militants, nous ont parfois dit, c'est les populations elles-mêmes qui ont dit, il faut que vous partez. Pourquoi justement c'est l'école qui a attaqué? C'est ça que ce responsable doit se poser comme question. Pourquoi c'est l'école dans la plupart des localités là qui est la plus attaquée? Ça veut dire que c'est l'institution qui est en ligne de mire, qui est dans l'œil du cyclone. Et ceux qui animent ça sont sur orbite. De ce point de vue, certaines populations ont dit à des enseignants, il faut que vous partez parce que les gens là vous regardent comme les représentants du blanc et vous constituez une insécurité pour nous-mêmes. Donc on ne peut pas gérer la question de ces personnels-là de la même manière que les populations. Je trouve que nos responsables là, il y a des moments où il faut qu'ils aient une analyse correcte des questions avant de tenir certains propos. Les gens Pourquoi, avant cette situation, les gens n'abandonnaient pas leurs écoles? Ils ne les abandonnent pas de gaieté de cœur. Ils sont nombreux qui ne demandent pas autre chose que la sécurité pour effectivement exercer leur métier. Qu'on leur assure ça d'abord, avant de poser autre chose. Mais si elle n'est pas assurée, la FCinter sera aux côtés effectivement des travailleurs pour leur dire si les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour que vous exerciez votre métier, prenez les mesures qui conviennent pour que le pire ne vous arrive pas. Vous avez donné, votre syndicat a donné des consignes à ces militants allant dans ce sens? Ah bien sûr, et bien sûr. Toutes les fois qu'effectivement il y a eu des menaces, nous avons dit à nos militants et aux travailleurs d'évaluer la situation en tant que ceux qui sont sur le terrain là-bas. Si leur évaluation aboutit à la conclusion que la situation, les risques sont énormes, qu'ils prennent les dispositions pour se mettre en sécurité. Rien que la semaine dernière, nos camarades dans le centre Est nous ont interpellés parce que le matin, tout le monde est venu trouver une affiche sur la porte de l'administration de l'établissement qui intimait effectivement l'ordre de fermer l'établissement. Nous leur avons dit, bon, est-ce que vous avez touché les autorités sécuritaires? Qu'est-ce qu'elles ont dit? Ils nous ont dit, bon, nous les avons touchés effectivement. Ils ont dit que la menace est prise au sérieux. Nous avons dit, bon, elles vous ont dit que la menace est prise au sérieux, prenez vos dispositions pour vous mettre en sécurité en attendant. C'est ça aussi, être responsable. On ne va pas dire aux gens, bon, il y a des menaces, mais comme il y a ceci, cela, malgré tout, attendez de voir. Parce qu'on a déjà vu pire. C'est possible que des personnes mal intentionnées aussi profitent de la situation pour créer cette panique, n'est-ce pas? C'est pourquoi la question que je vous ai dit que j'ai posée, c'était de savoir est-ce qu'ils ont touché les autorités en charge de la sécurité dans la localité? Quelle a été leur réponse? Parce que c'est ça aussi. S'il y a une affiche, il y a des services habilités pour faire des investigations pour savoir si c'est du bluff ou bien effectivement il y a quelque chose de plus sérieux derrière. Si on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus sérieux derrière, il est tout à fait normal que les gens prennent leurs dispositions. Alors, au-delà de cette situation sécuritaire à caractère terroriste, il y a également des enseignants qui ont été victimes des agressions dans ces derniers temps, en tout cas dans des localités. Quelle réaction faites-vous face à pareille situation? Ce sont des situations condamnables, inacceptables. Quel que soit le différend qui aurait opposé un enseignant ou des enseignants à un parent ou des parents d'élèves, il y a d'autres voies pour régler ça que de se faire du pugilat dans les établissements. Pour nous, c'est inacceptable et ce n'est pas responsable de ceux qui s'en sont donnés à ces actes. Mais j'ai dit, et je le répète, que cette situation, si elle est arrivée,
les gouvernants, les animateurs du pouvoir actuel en ont la grande responsabilité. Pourquoi? C'est l'un des régimes qui est arrivé et qui s'est attaqué violemment aux travailleurs, particulièrement les travailleurs de la fonction publique, en faisant un travail de diabolisation et d'opposition entre les agents publics de l'État et la population. C'est un fait que nous avons dénoncé à plusieurs reprises. Ce qui arrive est la conséquence de ça. Si l'autorité elle-même livre ses agents sur un plateau en les présentant comme effectivement des ennemis du peuple, en les présentant comme ceux effectivement qui font que la population est dans la misère, la population ne peut avoir autre regard sur ces agents-là qu'un regard des gens qui sont ses ennemis. Et la conséquence, c'est celle-là qu'on vit. C'est ça. Et c'est pourquoi j'ai dit que ceux qui doivent régler cette question-là, c'est bien les autorités. Et c'est vers elles que, justement, les travailleurs au sein de nos organisés, dans nos cadres de lutte-là, doivent se retourner pour exiger que, effectivement, ça s'arrête le plus vite possible et que les sanctions soient prises contre ceux qui s'en sont donnés à ces actes-là. Vous êtes effectivement des employés de l'État. Ces agressions ont eu lieu pratiquement dans les lieux de service, que ce soit à Bobo, à Ouaga, tout comme à Mwakotedo. La réaction des autorités face à ces agressions, comment vous les avez appréciées? Il y a déjà que les travailleurs eux-mêmes ont bien réagi. Je pense que c'est ça le plus important. Il y a eu effectivement une manifestation de solidarité à tous les niveaux, que ce soit à Bobo, à Ouaga, à Moktedo. Vous avez vu cette grande marche à Bobo autour de toute cette question. Vous avez vu les arrêts de travail à Ouagadougou autour de cette question. C'est d'abord ça. Maintenant, la réaction de l'autorité, nous pensons qu'il y a eu des réactions, mais elles ne sont pas encore suffisantes de notre point de vue. Elles ne sont pas encore suffisantes. Il y a que d'abord l'autorité doit arrêter justement le discours consistant à opposer les travailleurs de l'État au reste de la population. Deuxièmement, à prendre des dispositions pour un minimum d'infrastructures au niveau des écoles. Vous prenez la plupart des écoles primaires, elles ne sont pas clôturées. Dans les grandes villes, là, n'importe qui, à n'importe quelle heure, traverse, soit avec sa mobilière, son vélo, son véhicule, la cour de l'école. En dehors même de l'agression organisée comme ça, un accident même est vite arrivé. Donc, il y a ça, et bien entendu, à faire en sorte que les auteurs de ces agressions-là soient punis à la hauteur de leurs actes, pour servir d'exemple à tous ceux qui auraient eu la velléité ou l'intention de reposer de tels types d'actes. Donc, pour moi, il y a du travail, il y a des attentes vis-à-vis de l'autorité dans ces directions-là, et il faut qu'effectivement ces attentes-là soient résolues. Vous l'avez dit au tout début de cette émission, la crise que traverse le système éducatif est liée à l'instauration du programme d'ajustement structurel dans les années 1990. Aujourd'hui, voilà, les travailleurs sont dans des revendications et le système est toujours secoué. Viennent s'ajouter à cela cette crise sécuritaire. Alors, de façon générale, pour vous, l'école burkinabé qui se trouve ténaillée par toutes ces crises, tous ces mois, à votre avis, quelle thérapie pour cette école? Je pense que d'abord, c'est l'arrêt immédiat de l'application des programmes d'ajustement structurel dans le système éducatif. Qui se poursuit aujourd'hui. Même si ça ne s'appelle plus PAS, parce que ça a quitté, des PAS, c'est devenu CSLP. Ensuite, c'est devenu un LASCAD. C'est aujourd'hui PNDS. Donc, vous voyez, les appellations ont varié, mais le contenu n'a pas véritablement varié. Donc, il faut l'arrêt de l'application des programmes d'ajustement structurel dans l'éducation. Mais j'ai dit que de façon plus globale, il faut une alternative politique dans notre pays. C'est cette alternative-là qui va poser les voies pour aller vers
un règlement beaucoup plus satisfaisant des problèmes de l'école et au-delà de l'école, des problèmes globaux du développement dans notre pays. Et c'est tout pour ce numéro de questions à la une. Merci à vous, Suleiman Badiel, pour ces instants. Merci, c'est nous qui vous remercions de l'opportunité que vous nous avez donnée de parler un tant soit peu des grands problèmes qui sont ceux de l'école aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général fédéral de la FSINTER, la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche. Avec vous, il était question des crises que connaît actuellement l'école burkinabé. Auditeurs, auditrices, merci de nous rester fidèles. À très bientôt pour un autre numéro de questions à la une sur Radio Liberté.